Eh bien, bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau webinaire de la Société française d'exobiologie, donc la SFE. Je me présente, je suis Vassilissa Vinogradov, l'actuelle présidente de la SFE. Et aujourd'hui, nous accueillons donc pour ce nouveau webinaire Laurane Faugret, qui est géochimiste, donc elle a fait des études de géologie et de chimie. Et elle a fait sa thèse sur des roches assez particulières qu'elle va vous présenter et qui sont présentes donc en grande quantité au Muséum d'histoire naturelle à Paris. Elle a tout juste d'ailleurs soutenu sa thèse en octobre 2024 et elle est maintenant en postdoctorat au Muséum des Pays-Bas qui s'appelle le Naturalist Biodiversity Center, donc à Leiden. Voilà, alors je vous remercie de bien garder vos sons et vos vidéos coupés pendant toute la présentation du webinaire et bien sûr de poser vos questions dans le chat. On échangera avec Laurane à la fin de sa présentation. Voilà, merci à tous, bon webinaire. Laurane, je te laisse. La Voilà, parole. Merci merci. beaucoup. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon travail de recherche qui s'inscrit dans le domaine de la géochimie, comme l'a dit Vassilissa, et qui glisse doucement vers l'exobiologie. Donc on va parler de biosignatures et plus particulièrement donc d'un objet fascinant dans le registre fossile que sont les stromatolites. Donc les stromatolites, c'est ces structures sédimentaires laminées. Non seulement elles représentent les plus anciennes traces de vie sur Terre, mais elles nous offrent aussi une fenêtre unique sur les paléoenvironnements et puis l'évolution de notre planète en général. Alors, pour le petit côté historique, donc dès le 19e siècle, les chercheurs ont reconnu ces structures comme des fossiles biologiques et ont cherché à les classifier en groupes spécifiques, en fait au même titre que tous les organismes vivants, selon une classification binomiale, donc en termes d'espèces et de genre. Et donc on a vu apparaître plus de 1500 taxons avec des noms comme cryptozoon, collenia, etc., pour qualifier en fait une forme particulière à la composition particulière et généralement assez spécifique d'une période donnée et d'un environnement particulier. Donc, on a par exemple les conophytons, comme vous voyez ici, qui datent du Protérozoïque et qui ont été reconnus dans l'Adar mauritanien. Et donc ici, vous les avez en coupe transversale, ici dans le sens de la hauteur. Et s'ils sont surmontés de petits branchings comme ça devient des jacutophytons. Donc voilà, plein de noms différents pour décrire les stromatolites. Et donc cette approche naturaliste a été rapidement critiquée par la communauté scientifique, qui a progressivement privilégié une définition qui rassemble toutes ces structures laminées. Et donc le terme stromatolite est apparu au début du XXe siècle avec les célèbres articles de Kalkowski. Donc, ça rassemble l'ensemble des structures laminées d'origine microbienne. Et puis après, selon les auteurs, il y en a qui ont privilégié la définition, donc en mis l'accent sur la biogénicité, d'autres qui ont mis l'accent sur la lamination. Et quoi qu'il en soit, la définition que moi j'adopte dans mes recherches et que je vais vous présenter aujourd'hui, donc présente les stromatolites comme des structures sédimentaires lithifiées, caractérisées par une lamination et structurées sous l'influence de communautés microbiennes et de facteurs environnementaux. Alors, qu'est-ce qui se cache derrière les communautés microbiennes? Donc, en fait, c'est l'étude des stromatolites actuels qui nous informe, on va dire, sur la composition, l'architecture des tapis microbiens. Et comme on peut le voir sur cette vidéo, donc on trouve de nombreux micro-organismes au métabolisme varié qui se structurent en couches. Donc, en profondeur, on a tout un tas de bactéries hétérotrophes, aérobies ou anaérobies qui participent à la minéralisation du carbone organique. Et ces processus contribuent à augmenter l'alcalinité locale en créant des conditions chimiques propices à la précipitation de biominéraux, notamment les carbonates, qui vont s'accumuler donc en couches et consolider la structure profonde du tapis. Et puis, plus proche de la surface, on a toutes les phototrophes, donc oxygéniques ou non, qui, eux, fixent le carbone inorganique pour produire des composés organiques. Et par exemple, on a les cyanobactéries photosynthétiques, donc qui se combinent pour former des colonies. C'est la fine couche verte qu'on distingue en surface de ce tapis bactérien et qui peuvent se retrouver fossilisées dans les stromatolites actuelles. Elles sont généralement orientées en réponse à l'héliotropisme, donc verticalement, en réponse à la lumière du soleil. Et en fait, elles sécrètent un mucus collant, donc de substances extracellulaires polymériques, les EPS, qui sont essentiellement des exopolysaccharides, des protéines, et qui aident donc à la cohésion du tapis, qui peuvent agglutiner des particules sédimentaires. Et donc, c'est ce qu'on voit là sur ce petit schéma. Donc, le tapis microbien va avoir la capacité de capter, de piéger
des particules sédimentaires, des particules détritiques présentes dans le milieu. Et ensuite, ça sera fossilisé donc dans la lamination, comme l'illustre cette image en microscopie optique. Et puis en même temps, le tapis microbien précipite directement les minéraux, comme je l'ai dit, donc principalement du carbonate oxygène, comme on le voit nettement avec sa polarisation dans les teintes roses ici, mais aussi des minéraux phosphatés, sulfurés, des oxydes, en fonction en fait des conditions d'oxydoréduction et d'alcalinité de l'environnement. Parce qu'en fait, les stromatolites se forment aujourd'hui dans des environnements extrêmement variés, donc il existe tout type de nature minéralogique. Donc on en trouve dans les eaux chaudes et hypersalines du nord de la mer Rouge ou des Bahamas, aussi dans des environnements lacustres comme à Great Salt Lake aux États-Unis, dans des lagunes au Mexique, dans des lacs de cratères volcaniques comme Diani à Mayotte, ou encore même dans le Rio Tinto qui est très chargé en métaux lourds et au pH acide. Donc il y a quand même un point commun à tous ces exemples, c'est qu'il s'agit en général d'environnements aux caractéristiques très spécifiques, parfois aux conditions assez extrêmes. Et donc aujourd'hui, on peut dire que les stromatolites sont plutôt restreints à des niches environnementales, mais ça n'a pas toujours été le cas. Ils ont particulièrement été abondants dans les temps anciens, notamment au cours du Protérozoïque, comme on le voit ici sur le graphique des occurrences de stromatolites des travaux d'Avramic et Sprinkel. Ils ont même été omniprésents donc à l'Archéen lorsqu'il n'existait aucune autre forme de vie plus développée que les bactéries et les archées. Et puis leur abondance a finalement commencé à décroître à la fin du Protérozoïque, donc en raison de facteurs multiples comme la diversification des organismes eucaryotes, l'émergence des animaux marins, qui ont pu perturber en fait ces tapis microbiens. D'autre part, les stromatolites ont certainement joué un rôle majeur dans les écosystèmes marins primitifs, puisque leur prolifération coïncide avec l'oxygénation progressive des océans et de l'atmosphère. Et cette oxygénation est notamment archivée dans le registre fossile grâce au BIF, donc ces formations de fer rubané qui se déposent après réaction entre l'oxygène produit et le fer de dissous. Donc, les stromatolites sont en fait les seuls et uniques fossiles à être disponibles sur Terre, présents donc de manière continue au cours des temps géologiques et qui peuvent refléter l'évolution des conditions environnementales. Et puis leur diversité temporelle s'accompagne d'une incroyable diversité de structures. Du coup, ils se déclinent en une multitude de morphologies allant de simples couches laminées comme ça à des petits cônes, des colonnes, des dômes, des petits oncoïdes, etc. Et en fait, chaque forme témoignent de différentes contraintes biologiques et géologiques qui mettent en avant plusieurs questions que je me suis posées au cours de ma thèse. Donc, je vais en développer deux principales aujourd'hui. Et si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le sujet de ma thèse est le suivant. Donc, moi, j'ai cherché à comprendre dans quelle mesure les stromatolites peuvent être considérés comme des archives paléo-environnementales fiables de leur environnement de formation. Donc, quelles informations concrètement enregistrent les stromatolites? La composition chimique de l'eau, les conditions climatiques, même les processus biologiques associés, etc. Et puis la seconde question, c'est concrètement que représente la lamination des stromatolites? En fait, en quoi est-ce qu'elle se distingue de la stratification des tapis microbiens préliminaires? En fait, est-ce qu'elle porte des informations plus profondes sur les cycles biogéochimiques ou même les processus environnementaux? Ok. Alors, pour répondre à ces questions, il a d'abord fallu amasser suffisamment d'échantillons. Et donc, je vais commencer par vous présenter la fameuse collection de microbialites du MNHN. Donc on l'a intégralement constituée avec Pierre Saint-Joffre. Aujourd'hui, elle comptabilise plus de 1400 échantillons qui sont accessibles non seulement pour la recherche au muséum, mais aussi pour les futures générations et les chercheurs qui ont besoin d'accéder à de tels échantillons. L'intérêt d'une telle collection dans un muséum national d'histoire naturelle, c'est aussi de profiter de la dimension historique des lieux et de la richesse incomparable en termes d'échantillons anciens et surtout uniques. Donc certains, par exemple, sont très emblématiques. Celui-ci, c'est un échantillon de Bolivie qui a été échantillonné par le célèbre naturaliste d'Orbigny en 1834, soit en fait près d'un siècle avant la définition des stromatolites que je vous ai donnée donc en introduction. Donc il n'est pas catalogué dans les catalogues historiques en tant que stromatolite. Il est plus compliqué à retrouver et c'est un travail assez intéressant qu'on fait dans les musées. Ensuite, il y a beaucoup d'échantillons qui proviennent directement de nos terrains. Et puis, l'essentiel, en fait, des échantillons de cette collection proviennent de dons qui sont faits au muséum par des chercheurs de la communauté.
Et enfin, au-delà des échantillons, cette collection intègre une base de données géochimiques qui a été mise à disposition dans le dépôt Open Data Earthchem et qui a pour objectif d'évoluer avec la collection. Alors, pour être bien clair aussi, la collection de microbialites du MNHN rassemble des stromatolites, mais pas que. En fait, la très large famille des microbialites regroupe l'ensemble de tous les dépôts organo-sédimentaires qu'on retrouve sur Terre. Et les stromatolites sont seulement les microbialites pour lesquels la lamination est enregistrée. Donc, cette lamination en fait des objets remarquables, beaucoup plus étudiés que les autres, qui, eux, représentent plutôt une sorte de continuum de structures plus ou moins influencées par des processus biologiques et environnementaux. Alors, l'ensemble des échantillons, donc stromatolites et plus largement microbialites, sont passés entre mes mains pour l'identification. Donc, c'est une étape assez cruciale pour bien situer chaque échantillon dans son contexte géologique et paléo-environnemental. Ensuite, on prend des photos détaillées pour archives avant manipulation, puis on procède au prélèvement de quelques milligrammes de poudre pour les analyses géochimiques à venir. Et enfin, en collection, donc chaque échantillon est conditionné pour assurer leur conservation à long terme et garantir qu'ils soient disponibles pour de futures études. Donc, quelques chiffres, notre collection est remarquable par sa diversité. C'est la seule collection de microbialites à couvrir l'ensemble des temps géologiques. Donc, sur ce graphique, vous avez la répartition des microbialites de la collection en fonction d'une échelle logarithmique et en fonction donc de l'âge, donc de l'archéen à l'actuel. On note que la représentativité est moins importante dans les temps plus anciens, et c'est normal puisque ça s'explique simplement par le fait qu'il existe peu de localités à la surface de la Terre où l'on retrouve aujourd'hui des roches sédimentaires de cet âge. Et c'est exactement l'inverse que l'on note ici avec une surreprésentativité des échantillons actuels qui sont extrêmement étudiés et qui pourtant aujourd'hui ne représentent pas une quantité astronomique à la surface de la Terre. D'autre part, la diversité spatiale, donc on a des échantillons qui proviennent de presque tous les continents et qui ont pu enregistrer tous les événements à la surface du globe. Et grâce à cette carte, on voit notamment leur répartition en fonction de l'âge des dépôts, notamment quand on s'intéresse aux échantillons archéens. Il faut alors se rendre sur des vieux cratons, donc principalement on peut aller au Canada. Donc on retrouve notamment le groupe de Steep Rock Lake dans l'Ontario, qui est daté de 2,78 milliards d'années. Mais on a aussi les plateformes carbonatées de Red Lake et Woman Lake, qui sont datées respectivement de 2,87 et de 85 milliards d'années. Au-delà du Canada, on peut se rendre en Afrique du Sud, où on a l'énorme plateforme carbonatée de Cumberland-Malmany, qui est datée entre 2,5 et 2,6 milliards d'années. Mais il y a aussi des stromatolites extrêmement bien conservés, notamment dans le groupe de Pongola, enfin dans le super groupe de Pongola et le groupe de Nsusi, avec une incroyable diversité pour leur grand âge de 2,9 milliards d'années. Et puis, on a les célèbres tapis microbiens des Moody's dans la Greenstone Belt de Barberton, datés de 3,2 milliards d'années. Et enfin, on peut aussi se rendre en Australie, où on retrouve la formation de Tumbiana, évidemment, qui est une formation de dépôt lacustre vieille de 2,7 milliards d'années, où ont été décrites notamment des évidences géochimiques de production de dioxygène avec l'étude de bulles fossilisées, ce qui est assez rare. Et puis, les très célèbres formations du craton de Pilbara, donc Stirling Pool et Dresser, de respectivement 3,43 et 3,48 milliards d'années. Donc voilà pour le petit inventaire des plus vieilles roches sur Terre. Et pour résumer notre collection hébergée au muséum, donc on réunit plus de 1400 échantillons couvrant tous les continents, toutes les grandes périodes géologiques, depuis les premières traces de vie. Et puis cette collection reflète l'évolution de la diversité morphologique et géochimique des microbialites. Et puis maintenant, il est possible de se pencher sur notre première question, à savoir quelles informations paléo-environnementales pourraient porter les stromatolites à travers les temps géologiques, donc d'une part à l'échelle globale, mais aussi à une échelle plus locale. Alors, pour répondre à ces questions, chacun des échantillons de la collection a subi exactement le même protocole analytique, en commençant par la mesure des compositions isotopiques du carbone de l'oxygène, donc le delta 13C et le delta 18O, avec un spectromètre de masse à rapport isotopique. Et puis, les échantillons ont été analysés pour leur teneur en éléments majeurs, traces et terres rares. Et je vous passe les détails techniques de préparation des poudres et des instruments. On va directement regarder les résultats. Alors, parmi les éléments majeurs qu'on a analysés, on a notamment le fer. Le fer qui se distingue par son comportement lié aux conditions redox de l'environnement. Donc, ces diagrammes un peu
particulier, donc c'est des diagrammes en violon, permettent d'observer à la fois donc sur une grande base de données la médiane avec le petit point blanc, la distribution des données en largeur et non la dispersion des données pardon, en hauteur et la distribution des données en largeur. Et ça, les concentrations en fer révèlent une nette diminution dans les stromatolites au fil des temps géologiques. Et puis cette tendance, en fait, est cohérente avec l'oxydation progressive du fer jusqu'au premier grand événement d'oxygénation qui marque en fait une étape clé dans l'évolution de la composition atmosphérique de la Terre. Pour expliquer, en fait, en milieu anoxique, le fer est généralement solubilisé, mais lorsqu'il rencontre de l'oxygène libre, il précipite sous forme d'oxyde peu soluble. Donc sa concentration dans les eaux naturelles est plus élevée dans des conditions de faible teneur en O2 et diminue progressivement au fur et à mesure que le potentiel d'oxydoréduction augmente. Donc ces résultats s'inscrivent parfaitement dans le contexte d'une élimination de plus en plus efficace du fer dans l'océan global et la transition globalement vers un monde plus oxydé comme on le connaît aujourd'hui. De la même façon, certains éléments traces comme l'uranium sont également extrêmement sensibles aux conditions redox. Donc les résultats cette fois montrent un enrichissement sédimentaire en uranium très net à partir de la fin du Protérozoïque globalement, ce qui s'aligne cette fois avec un épisode crucial de l'histoire de la Terre qui est l'événement d'oxygénation du néoprotérozoïque, du coup, ce second événement d'oxygénation qui marque un moment clé de l'évolution des cycles biogéochimiques avec un traitement oxydatif de plus en plus important à la surface de la Terre. Et donc l'uranium se comporte de manière inverse, si je puis dire, par rapport au fer, c'est-à-dire qu'il se solubilise dans des environnements où se produit une altération oxydative, donc principalement terrestre, et donc nécessite des conditions oxyques à suboxyques pour rester en solution. Voilà. Donc au-delà des éléments sensibles au redox, on a d'autres proxys qui permettent de reconstituer les environnements anciens. On a par exemple la composition isotopique en oxygène. Donc on observe dans nos résultats une très grande variabilité parmi les stromatolites actuels et surtout une augmentation, est-ce que j'ai mis yes, une augmentation progressive des valeurs au cours des temps géologiques. Et ça c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'on retrouve dans la compilation des carbonates marins, alors qu'il est de coutume de considérer plutôt la valeur de delta 18O fixe à zéro dans l'haute mer. Ces données, en fait, suggèrent que des variations de la composition isotopique de l'oxygène de l'eau de mer sont effectivement possibles et leur étude pourrait contribuer à contraindre l'évolution des contrôles tectoniques sur le cycle de l'eau et l'évolution du système océan-climat en général. Concernant la composition isotopique du carbone, maintenant, nos résultats présentent cette fois une stabilité au cours des temps géologiques avec des valeurs centrées autour de 0 pour 1000, ce qui correspond complètement au cycle classique du carbone à la surface de la Terre. Et c'est toujours cohérent avec la compilation de la littérature sur les carbonates marins. Mais en plus, ces points-là mettent en évidence du coup les plus grandes, les plus importantes excursions isotopiques de l'histoire de la Terre, donc l'événement de l'Omagundi-Jatuli, environ 2,2 milliards d'années, et l'anomalie de Shura-Monoka autour de 600 millions d'années. Euh, donc, selon un principe d'actualisme, j'ai essayé de comparer ça à des environnements actuels qui présentent les mêmes valeurs extrêmes pour en comprendre les causes. Et donc, on a par exemple le lac de Rincón de Parangueo, ce qui est ce petit point-là tout en haut. Donc, ce lac se trouve au Mexique et les microbialites y sont associés, d'après la littérature, à une forte photosynthèse ainsi qu'à un dégazage de CO2. Donc, concrètement, par perte du carbone 12, on a une augmentation relative du delta 13C. Et c'est ce qu'on peut imaginer donc pour des échantillons anciens. On a aussi le lac de Diani, hop, à Mayotte, où l'on observe une forte méthanogénèse qui induit le même type de fractionnement. Et puis enfin, il est intéressant dans nos données de noter que il n'y a pas de différence significative entre les échantillons marins et lacustres, donc mes points bleus et mes points rouges. Euh, Globalement, ça suggère un équilibre entre la composition isotopique du carbone organique dissous, inorganique dissous, pardon, donc un équilibre entre le carbone inorganique dissous et le CO2 atmosphérique. Donc ces marqueurs isotopiques enregistrent des signaux globaux et dans ce genre de graphique temporel, ça ne permet pas de différencier des contextes environnementaux avec précision. Mais j'ai essayé de coupler les données, par exemple dans un graphique du delta 18O en fonction du delta 13C.
Et là, il y a de grandes tendances qui peuvent émerger, et notamment, comme on peut le voir, donc la compilation des carbonates marins à l'échelle mondiale présente une très large gamme de valeurs, que ce soit en delta 13C ou en delta 18O, mais cette variabilité diminue drastiquement lorsqu'on remonte dans le temps avec, pour l'archéen, donc c'est les petites valeurs en rouge, bien des valeurs beaucoup plus restreintes, que ce soit en delta 13C autour de 0 pour 1000 ou en delta 18O autour de -15 à -20 pour 1000 seulement. Donc les mêmes observations en fait s'appliquent aux microbialites de la collection sur le graphique de droite, ce qui suggère un mécanisme d'acquisition du signal isotopique similaire entre les carbonates marins et les microbialites quels qu'ils soient. Et puis ce qui nous intéresse, c'est les environnements de dépôt. Donc pour mieux comprendre la diversité des conditions locales enregistrées, il semble plus judicieux de s'intéresser aux échantillons modernes, donc c'est les bleus foncés. Hop. Et quand on parle de stromatolite actuelle, l'environnement le plus célèbre est sans doute celui de Shark Bay en Australie, qui est aujourd'hui classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Mais il se trouve qu'on a la chance d'avoir une vingtaine d'échantillons dans la collection du MNHN qui ont été prélevés par Jean-Marie Rouchy dans les années 80, donc avant leur protection. Donc j'ai fait des analyses sur ces échantillons et en fait il est déjà possible de distinguer deux environnements marins distincts dans la baie, donc une zone hypersaline à l'est et une zone métahaline plus à l'ouest. Et donc voilà les résultats. Dans l'est de Shark Bay, donc la petite étoile verte, la salinité élevée est due en fait à une évaporation intense dans cette partie plus protégée. On peut voir des petits îlots là le long de ma ligne bleue. Et donc, on a le delta 18O qui est positif et des concentrations élevées en strontium qui reflètent en fait parfaitement cette forte évaporation. Et puis aussi, donc, les concentrations très faibles en terres rares qui montrent une faible influence de l'eau douce et des apports détritiques. Et à l'inverse, tous mes points en bleu qui proviennent donc de la zone ouest, où la salinité est moins élevée et influencée par des courants marins, eh bien, on a un delta 18O qui est négatif, des concentrations en strontium beaucoup plus faibles, qui tout ça témoigne de l'influence des eaux marines, et puis la plus forte teneur en titane qui révèle aussi une plus grande influence des apports détritiques marins. Donc Shark Bay présente clairement cette discrimination géochimique nette entre l'Est et l'Ouest qui met en évidence deux dynamiques environnementales très différentes, pourtant dans un même environnement, disons à une échelle géographique très, très fine. Donc pour aller plus loin, j'ai étudié l'ensemble des échantillons actuels de la collection. Donc quand je dis actuel, c'est moins d'un million d'années hein, en temps géologique. Euh, et donc, d'une part, que ce soit pour les compositions en isotopes stables du carbone ou de l'oxygène, tous les figurés cercles, donc tous les échantillons lacustres, présentent toujours une plus grande variabilité que les échantillons marins. Et d'autre part, la moyenne des compositions en isotopes stables de l'oxygène est bien inférieure pour les échantillons lacustres. Et puis sur le graphique, on voit donc les échantillons marins qui présentent une covariation positive autour d'un pôle proche de 0 pour 1000, ce qui est logique car les temps de résidence sont assez longs dans l'océan, donc il y a beaucoup plus de stabilité en fait dans ces environnements. Mais pour expliquer toutes les autres variabilités, ce qu'on sait, c'est qu'il y a différents processus qui peuvent affecter les compositions isotopiques. Donc, par exemple, dans ce graphique, on peut identifier l'évaporation avec les points qui seront un peu plus en haut, graphiquement. Donc, il va avoir tendance à tirer les points vers des valeurs enrichies en oxygène 18. On a aussi la bioproductivité, donc avec la photosynthèse, la méthanogénèse, dont le produit résiduel est du carbone 13, donc on augmente la composition isotopique en delta 13C, et puis à l'inverse, les échantillons positionnés à gauche dans ce graphique sont des carbonates précipités dans un environnement enrichi en carbone 12. Ça peut être par oxydation de la matière organique, à voir selon les environnements. Et puis finalement, les échantillons vers le bas du graphique précipitent eux, avec l'altération continentale, donc qui est enrichie en oxygène 16, typiquement les eaux de pluie. Et donc les échantillons qui subissent la diagénèse se répartissent entre un pôle de diagénèse organique et un pôle d'altération météorique pure avec tous les intermédiaires envisageables. Donc cette sorte de rose des vents, elle définit des grandes tendances, mais attention, en fait, le centre ne correspond pas forcément au pôle de 0 pour 1000. Hein. Cette petite rose des vents, on peut la déplacer n'importe où. Par exemple, des points à -10 en delta 18O peuvent aussi, en partie, avoir subi un peu d'évaporation et ainsi de suite. Donc, les données isotopiques croisées peuvent déjà offrir une fenêtre détaillée pour comprendre et différencier les environnements locaux de formation, mais n'expliquent pas tout.
Et pour finir, on a aussi regardé la composition en éléments terres rares, puisqu'il a été montré que ce sont des traceurs efficaces pour déterminer la provenance sédimentaire et les conditions aqueuses spécifiques, puisqu'en fait, il y a un fractionnement qui se fait naturellement entre les différentes terres rares présentes en solution. Et ce fractionnement se manifeste sous forme d'anomalies en terres rares dans la colonne d'eau. Donc, c'est déjà des études qui ont été publiées. Et nous, on l'a appliqué à la collection de microbialites et on arrive à retracer la plupart de ces environnements qui soient exceptionnels ou assez classiques. Par exemple, le rapport yttrium sur holmium, c'est une signature importante de l'eau de mer qui se développe avec l'augmentation de la salinité. Donc le spectre typique marin, comme celui-ci en bleu clair, présentera toujours une anomalie positive en yttrium. Un autre exemple assez marquant, c'est les anomalies positives en europium. Normalement, elles reflètent plutôt une contribution de fluides réducteurs à haute température, ce qui est très clair dans les spectres des environnements hydrothermaux actuels, qu'on peut voir donc ici, le rouge et les violets également, mais également dans les spectres marins archéens en bleu foncé, qui mettent en évidence l'impact plus marqué de l'hydrothermalisme à haute température sur les différents environnements aqueux de la Terre primitive. On va s'arrêter là pour les proxys géochimiques avant de vous endormir. Donc, pour résumer, ce qu'il faut retenir, c'est que les marqueurs isotopiques enregistrent principalement des signaux globaux. Donc, la collection microbiologique du MNHN est un excellent traceur paléo-environnemental à l'échelle globale, au même titre que les carbonates marins, mais avec la spécificité d'inclure des environnements vraiment plus exceptiationnels. Ensuite, on a les enrichissements en éléments majeurs et traces qui sont sensibles à l'oxydoréduction, qui témoignent de l'oxygénation croissante de l'atmosphère des océans au cours des temps géologiques. Les concentrations en terres rares reflètent donc les caractéristiques et l'évolution des environnements de dépôts locaux des microbialites. Et enfin, on a vu que les échantillons actuels révèlent des distinctions très nettes entre les environnements locaux et nous permettent d'affiner l'interprétation des différentes niches paléo-environnementales. Donc, les stromatolites sont des archives paléo-environnementales très importantes à travers les temps géologiques et il nous reste à comprendre ce que représente concrètement leur lamination dans le temps en termes de rythmicité, c'est-à-dire à quoi correspondent-elles, que nous disent-elles sur les cycles qui façonnent notre planète. Alors, j'ai fait des observations sur les lames minces, que ce soit au microscope polarisant pour une approche générale de la morphologie, de la composition minérale, du type de cristallisation des lamines, et aussi avec la microfluorescence à rayon X ou la spectroscopie par rayon X à dispersion d'énergie pour la composition chimique. Et je vais vous présenter certains des résultats qui sont aussi surtout très jolis. Donc, toutes ces observations ont permis de mettre en évidence une grande diversité chimique d'éléments portés par la lamination. Ici, je vous montre un exemple d'un stromatolite de Fersilia qui date de 600 millions d'années, où la lamination est portée par une composante phosphatée d'abord, donc c'est l'image en vert, puis une composante silicifiée. Donc, si vous avez l'œil, en fait, donc c'est ces petites colonnes-là, les stromatolites sur l'échantillon, et donc la lamination est très nettement portée par le phosphate, puis par la silice. Tout ça dans une matrice carbonatée incluant une composante détritique, notamment portée par le fer et la silice, donc tous ces petits grains qui se situent autour des colonnes en elles-mêmes. Un deuxième exemple, c'est un échantillon algérien d'environ 86 millions d'années, où là, la lamination est portée par des niveaux de silice, donc en jaune ici, certainement du quartz, et de fer, essentiellement détritique, qui cette fois est réellement présent de part et d'autre de la lamination, et non dans l'environnement de dépôt, donc c'est-à-dire entre les petites colonnes. Pour cet échantillon actuel de Sardaigne, la lamination est très nettement portée par le manganèse, l'image du milieu en rose. C'est une lamination très très fine, à nouveau avec une composante détritique, silicatée, ferreuse autour, donc c'est-à-dire dans le nucléus et entre tous ces petits dômes, et le tout dans une matrice carbonatée qui est quand même la composante majeure des stromatolites actuels. Et puis, il y a aussi certains échantillons, comme ce stromatolite de la formation de Wallen aux États-Unis, pour lesquels la lamination est pas du tout portée par un élément chimique, comme on peut le voir sur ces trois cartes élémentaires, qui sont quand même des éléments qu'on est censé retrouver dans les stromatolites, mais plutôt ici par la porosité, en fait. Donc, c'est un contrôle structural qui détermine la lamination qu'on voit à l'œil nu.
Bref, tous ces exemples illustrent une immense diversité dans la nature de la lamination stromatolitique. Et je vais conclure cette diversité avec cet échantillon actuel de Mauritanie qui a été analysé en EDX. Et sa lamination est assez exceptionnelle. Elle est de l'ordre de la dizaine de micromètres, donc à une échelle très très fine. Elle est essentiellement due à une variation de la teneur en magnésium. Donc la matrice est essentiellement carbonatée. Le magnésium ici en vert, une fois que j'ai retiré le calcium pour qu'on y voit mieux. Donc le magnésium porte réellement la lamination de part et d'autre des colonnes. On voit aussi l'apport en matériel détritique, très clairement, avec ces gros grains de quartz en jaune qui sont piégés entre les petites colonnes du stromatolite, mais pas du tout au sein de la lamination. Et donc cet échantillon est un candidat de choix pour essayer de répondre à notre question, à savoir si ces enrichissements élémentaires qui dessinent la lamination sont principalement gouvernés par des facteurs biologiques ou par des conditions environnementales dans lesquelles les structures se sont formées. Super. Alors, l'estimation de la vitesse d'accrétion des stromatolites, c'est un point essentiel pour comprendre comment se forment leurs lamines. Cette croissance, elle dépend en fait d'une interaction assez complexe de plusieurs facteurs, notamment les conditions environnementales, l'écologie des communautés microbiennes, comme on l'a dit avant, et puis aussi l'influence tectonique. Donc ça, c'est plutôt la partie géologie à long terme, comme l'apport de sédiments, la subsidence qui arrive après la diagénèse, etc. Mais on ne sait pas encore si leur croissance est plutôt donc ponctuée, avec des périodes de croissance rapide entrecoupées de périodes de stase ou d'érosion, ou si elle est plutôt continue, régulière, variant selon les cycles saisonniers ou quotidiens, en fait un petit peu comme les sternes des arbres ou les coquilles des mollusques. Donc en fait, il y a plusieurs études de datation au carbone 14 qui ont été réalisées avant sur les stromatolites, par exemple à Walker Lake, aux Bahamas ou encore évidemment à Shark Bay, qui est une zone très étudiée. Et ces résultats donc montrent des vitesses d'accrétion très variables selon les conditions locales, donc plus ou moins d'apport détritique, etc. Il y a des moyennes qui varient de 66 à 880 micromètres par an selon mes calculs. Et en fait, ces variations mettent en évidence l'influence des environnements locaux sur la formation des stromatolites et pas concrètement, nous, ce qu'on se demande, c'est à quelle vitesse se met en place chaque couche indépendamment. Il y a aussi des tapis microbiens modernes qui ont été datés, donc les tapis de l'agua vermella, ça c'était plutôt une très bonne idée parce que du coup il n'y a pas encore tous les autres aspects géologiques qui ont impacté la roche, mais du coup c'est pas encore une roche. Sauf que le problème, c'est que les vitesses proposées varient entre 50 et 2000 micromètres par an, ce qui surestime en fait largement l'accrétion réelle d'un stromatolite, parce qu'il ne faut pas confondre cette stratification du tapis microbien non compacté et la lamination finale dans le stromatolite létifié. Donc finalement, notre question est toujours là. Quelle est la vitesse de croissance des stromatolites bruts en faisant abstraction des influences locales? Et puis, qu'est-ce qui gouverne la lamination? Et donc, pour répondre à ces questions, on a essayé d'affiner les hypothèses par des nouvelles analyses radiocarbone, mais cette fois haute résolution. Et donc, on a profité de la nouvelle technologie sur le marché qui est le système MICADAS. Donc, c'est, pour faire simple, hein, un accélérateur de particules à basse énergie couplé à un spectromètre de masse ultra compact qui permet, dans l'idée, de mesurer à haute précision les rapports isotopiques 14C sur 12C à partir d'échantillons contenant une très 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 faible quantité de carbone. Donc, en fonction de l'environnement de dépôt, de l'environnement de dépôt de nos échantillons, on a corrigé les données pour tenir compte de l'effet réservoir et on a calibré les données grâce à la base de données INCALVA. Ok, ça c'est pour la technique. Donc les échantillons, j'ai sélectionné 3 stromatolites modernes dans notre collection de microbialites. Le but étant bien, je rappelle, de se concentrer spécifiquement sur des stromatolites avec des apports détritiques négligeables. Donc ils viennent d'environnements variés, mais tous protégés, si je puis dire. Il n'y a pas d'apport d'influence marine. Donc on a la lagune de Marie-Hermie en Sardaigne, la mer Morte et un ancien lac intracontinental en Mauritanie qui se trouve sur la structure de Richat. Et du coup, voilà nos résultats. Donc, nos 3 stromatolites se distinguent des études précédentes car ils présentent tous les 3 des vitesses d'accrétion très faibles, comprises entre 7 et 20 micromètres par an. Donc, les échantillons qu'on a choisis sont principalement carbonatés avec peu de composantes détritiques, ce qui limite l'influence extérieure et explique des valeurs beaucoup plus basses que les études précédentes.
Ensuite, on note que les trois spécimens présentent des vitesses d'accrétion similaires, donc du même ordre de grandeur, avec une gradation, certes, allant de l'échantillon le plus âgé, donc qui a 8000 ans, vers l'échantillon le plus jeune qui a moins de 1000 ans. Et donc, en fait, plus l'échantillon est récent, plus sa stratification est poreuse, ce qui explique un temps de diagénèse réduit et donc une compaction un peu plus faible des sédiments. Et puis, les vitesses de précipitation des stromatolites semblent suivre une tendance linéaire sur plus de 1000 ans, ce qui suggère en fait une croissance régulière et périodique, alors sans forcément parler de précipitation constante, mais plutôt un équilibre à long terme entre précipitation et érosion. Par contre, la précision de nos données, donc avec une marge d'erreur de 600 micromètres, permet pas de confirmer une continuité annuelle précise dans l'accrétion des carbonates. Euh, mais ces résultats donc montrent que l'accrétion est continue sur plus de 1000 ans, quel que soit le nombre de lamines. Et il ne faut pas oublier que les stromatolites, c'est des structures tridimensionnelles super complexes qui présentent une accrétion variable en fait selon la région considérée. Si on est au centre de la petite colonne ou sur la périphérie, c'est pas forcément la même vitesse d'accrétion. Donc pour aller plus loin dans l'étude de la rythmicité, il faut s'intéresser à l'âge attribué aux lamines spécifiquement. Donc l'échantillon de la structure de Richat, qui présente des lamines très nettes, montre à l'œil nu donc une périodicité d'environ 50 ans. Mais des lamines plus fines sont visibles, sont nombreuses au microscope optique, pardon, donc jusqu'à 115 avec un grossissement moyen et en se focalisant juste sur des variations sombre-clair. Et si on se focalise carrément sur des variations de minéralogie, on peut compter jusqu'à 377 lamines. Dans tous les cas, avec un petit produit en croix, donc il s'agit de périodes de plus d'un an, ce qui contredit l'idée que la lamination reflèterait des cycles saisonniers et favoriserait plutôt une hypothèse d'une cyclicité multiannuelle. Donc, j'ai appliqué ça pour les trois échantillons et l'observation microscopique révèle que les laminations correspondent à des événements périodiques variant de 19 à 25 ans. Et dans la littérature, on retrouve cette périodicité dans de nombreux dépôts sédimentaires, par exemple dans l'érosion-accrétion des mangroves ou aussi dans les dépôts de varves. Et il est proposé que cette périodicité correspond à plusieurs cycles associés à l'activité solaire ou les positions orbitales lunaires. Par exemple, on a le cycle solaire de Hall qui est d'une durée de 22 ans, ou encore le cycle nodal lunaire qui est d'une durée de 18,6 ans. Et en fait, en influençant le niveau des marées, les températures océaniques, les sécheresses, la précipitation, etc., ces cycles permettent d'expliquer la stratification de nombreux dépôts sédimentaires, et donc pourquoi pas de nos stromatolites. Et pour vérifier ces périodicités, on a utilisé la méthode Multitaper MTM avec le logiciel R. Donc on a commencé par une extraction binaire donc le long d'un transect, c'est-à-dire juste des couches claires, des couches sombres, des couches claires, des couches sombres codées. Et en fait, l'analyse MTM produit ce graphique de la puissance en fonction de la fréquence spatiale, où les pics indiquent la présence d'une rythmicité significative à une fréquence donnée ou pas. Et pour valider ces observations, on a le test d'harmonique en rouge qui permet d'estimer les niveaux de confiance associés à ces pics. Et pour les premiers modes principaux, parce qu'après, du coup, c'est juste une cyclicité qui se multiplie, mais pour les premiers modes principaux, les niveaux de confiance les plus élevés encadrent des valeurs comprises entre 18 et 22 ans, comme on l'a proposé. Donc, ces résultats soutiennent en fait l'hypothèse selon laquelle les processus environnementaux cycliques influencent la lamination stromatolitique. Donc, pour résumer, on peut dire que les stromatolites révèlent des variations significatives dans la lamination, des différences de texture, de minéralogie, de composition chimique, qui mettent en évidence tous les processus qui ont influencé la formation et l'évolution des stromatolites. Ensuite, trois spécimens ont été datés, donc au carbone 14, ils présentent des vitesses d'accrétion étonnamment faibles et linéaires, indépendamment du contexte de dépôt et de la lamination. Et donc, l'enregistrement de la lamination stromatolitique n'est pas seulement façonné par l'activité des communautés microbiennes, mais des facteurs externes comme les cycles environnementaux ont également une influence significative sur ces échantillons. Et à partir des résultats qu'on a obtenus sur les stromatolites au cours de ma thèse, en fait, une question s'est imposée, si même les structures laminées les plus classiques, celles qu'on recherche sur Mars quand on parle de traces de vie, peuvent être mimées par des processus abiotiques, comment peut-on être certain de l'origine biologique des plus anciennes traces de vie terrestre et des futures découvertes extraterrestres? Et ça soulève toute la complexité des biosignatures, de leur préservation dans le temps,
de leur interprétation, etc. Donc, je vais juste vous présenter quelques exemples. C'est moins concret que les résultats précédents, mais c'est toutes les problématiques qui se posent quand on parle de biosignature ambiguë. Donc, par exemple, lorsqu'on se penche sur les échantillons anciens, plusieurs milliards d'années, on est très vite confronté à plus de complexité encore que dans les stromatolites modernes qu'on avait déjà un petit peu de mal à comprendre. Et donc la complexité vient notamment de la préservation du signal. Donc je vous présente ici un stromatolite de 2,5 milliards d'années qui est coupé, que j'ai échantillonné en Afrique du Sud et qui était à moitié enfoui. Et donc l'altération est visible sur la moitié seulement ici à gauche. Donc en fait le signal a été fortement perturbé par des processus de silicification avec un remplacement minéralogique par du fer, c'est l'image en rouge, et par du manganèse, l'image en rose-violet, tandis que la moitié droite présente plutôt encore des lamines assez bien préservées, très nettes, de carbonate de calcium et de magnésium un petit peu. Donc la lamination est complètement déstructurée, euh, mais ce qui est assez notable, c'est que l'épaisseur, la forme, la morphologie du stromatolite est conservée. Entre les deux parties, globalement, l'échantillon est assez similaire. Il reste donc à déterminer qu'est-ce qui est conservé dans ces roches anciennes, qu'est-ce qu'il en est bah, de l'intégrité du signal, évidemment, si la roche a été lessivée. Euh, Et puis, d'autant plus donc que les échantillons anciens sont très très étudiés, comme je vous l'ai dit. Donc les stromatolites constituent les premières traces de vie connues et certains chercheurs proposent même leur présence des 3,7 milliards d'années, reculant encore l'apparition des premières traces de vie sur Terre avec les roches d'Isua au Groenland. Mais en fait, ces structures laminées qui semblent pousser vers le haut par endroits pourraient aussi bien être des structures dues à des mouvements tectoniques, une déformation globale sans aucune influence biologique. En fait, cette controverse met en lumière la complexité des premières traces de vie sur Terre et illustre bien la difficulté qu'on a à identifier des stromatolites vraiment anciens. Il se trouve qu'en collection, on a aussi des échantillons uniques d'Issua et les efforts ont été initiés pour apporter des éléments de réponse, notamment avec la collaboration avec Zoé, donc, qui est une étudiante en master qui tente de discerner les signatures possibles d'une activité biologique ancienne. Donc quand on parle d'activité biologique, en fait, depuis le début, je vous présente les stromatolites comme des structures influencées par la biologie, par le vivant, mais la question de leur origine biologique reste ouverte. Et ça, c'est un point crucial pour interpréter les archives géologiques, puisque le défi est grand. Certaines roches laminées se forment sans vie, et même parmi les stromatolites, chaque échantillon raconte en fait une petite histoire unique selon son vécu, son environnement, son âge, etc. Et puis, bah, ces recherches dépassent la géobiologie terrestre, en fait, et ouvrent clairement des perspectives immenses en exobiologie, notamment pour détecter des traces de vie sur Mars ou d'autres planètes. Et puisque les découvertes scientifiques repoussent continuellement les frontières du vivant, et qu'une des questions les plus intrigantes pour l'humanité est sans doute de savoir si on pourra trouver une vie extraterrestre, mais il est essentiel de poursuivre ces recherches et justement, certains auteurs se sont par exemple essayés à des expériences de dépôt par pulvérisation de peinture en laboratoire et ont ainsi démontré bah, qu'il est tout à fait possible de générer des structures laminées en l'absence totale de micro-organismes avec des processus strictement physico-chimiques. Vous allez me dire, c'est pas nouveau, puisque justement, pour ma part, dans le cadre de mon postdoc, je m'intéresse à des échantillons naturels qui présentent des structures laminées, un peu comme celles qu'on retrouve dans les stromatolites. Certains de ces échantillons sont strictement abiotiques, donc formés sans intervention directe du vivant. Évidemment, il y a de la vie partout sur Terre, donc c'est toujours un peu complexe de dire que c'est abiotique, mais cette agate, par exemple, n'a pas eu une influence biologique pour se construire. Et mon objectif est de comparer ces deux types de formations, donc stromatolite et formation laminée abiotique, pour mieux comprendre ce qui distingue vraiment une lamination d'origine biologique et une lamination purement physico-chimique. En fait, ce qui est frappant avec ce genre d'échantillon, c'est qu'on observe une lamination très nette à l'œil nu. Donc ça, c'est une image simple, une photo en noir et blanc de l'échantillon dans l'XRF. Mais aucun élément chimique ne semble bah, apporter cette lamination. Exactement pareil pour cet échantillon de malachite qui a un carbonate de cuivre. Donc, bah, le cuivre ressort de manière parfaitement homogène sans aucune variation entre les couches. Donc, la question se pose si c'est pas une variation de composition chimique, bah, qu'est-ce qui pose cette lamination? Est-ce une variation de texture, de porosité, un changement de conditions de cristallisation?
ou même un simple effet optique. En fait, c'est un vrai problème parce qu'on a tendance à associer des laminations régulières à des processus biologiques ou cycliques. Mais ici, dans cet échantillon, clairement abiotique, on a une lamination qui pourrait presque imiter une structure biogénique sans aucune variation chimique. Et ça complique fortement l'interprétation quand on regarde des structures anciennes ou ambiguës dans l'enregistrement géologique. Voilà, donc je peux pas vraiment encore vous montrer de résultats concrets à ce sujet puisque bah, le séminaire est enregistré et je serai contente d'en discuter avec vous par la suite. Mais notre projet a été financé par le programme Human Frontier Science dans le but de développer donc des outils d'analyse d'images assistées par l'IA pour distinguer les structures biotiques et abiotiques en intégrant à la fois bah, des caractéristiques chimiques, texturales, morphologiques comme je vous l'ai présenté. Et donc, on cherche à affiner les critères de détection de la vie ancienne terrestre, ce qui soutiendra, je l'espère, les futures stratégies d'exploration de biosignatures dans les environnements extraterrestres. Merci pour votre attention. Merci beaucoup, Laurane. C'était waouh, très riche et très intéressant. Merci, merci. On va pouvoir prendre des questions. Bah, il y a déjà Puri qui est Purification qui est prête. Alors je t'en prie, pose ta question. Je vais Oui, arrêter le partage pour bien vous voir. vous m'entendez? Oui, on Yes. t'entend très bien. Ok. Bah, merci beaucoup. C'était très intéressant et des très belles structures. Euh, j'avais, bon, je ne sais pas si une question ou plutôt un commentaire, mais j'étais un peu étonnée de voir parmi des structures des types stromatolites lister des structures de Rio Tinto Oui. en Espagne. On est dans un environnement acide à pH 2, donc pas de carbonate évidemment. Euh, il n'y a pas de stromatolite dans l'eau. Il y a, enfin, on connaît l'endroit, je ne sais pas si vous savez été, mais bon. Mm. Et donc, en fait, ce qu'on trouve, c'est des sulfates autour et dans certains endroits. Et ces sulfates sont colonisés par des communautés microbiennes. Mais je ne pense pas, ou alors ça reste à être démontré, que ces communautés forment ces structures. Donc, pour moi, typiquement, c'est ce qu'on appelle des endolites ou des cryptoendolites, c'est-à-dire des micro-organismes qui colonisent la roche, qui est un phénomène tout à fait différent. Donc, il n'y a pas de génicité ou de biogénicité associée. C'est la colonisation d'une structure qui serait déjà présente s'il n'y avait pas la vie parce que ça précipite sur place. Donc, est-ce que... enfin, Oui, tout à fait. tu peux commenter ou... Enfin, Ouais, merci. Bah, merci pour la précision parce qu'en effet, j'ai jamais été sur ce lieu en particulier. Ça fait partie des échantillons qui ont été donnés par des chercheurs à la collection du microbiolite. Je l'ai présenté en introduction pour citer les divers environnements extrêmes dans lesquels on retrouve de la vie. Mais en effet, je le considère pas du tout comme un stromatolite. Ce petit échantillon qu'on a en collection, je l'ai catégorisé dans les microbiolites parce que dans les microbiolites, il y a ceux qui sont littéralement induits par la vie. Et puis c'est vrai qu'il y a toute cette tendance de structure, disons, où la vie influence l'environnement, etc. C'est très compliqué sur Terre de mettre une limite franche à ce qui est clairement abiotique et ce qui est clairement biogénique. Et je suis d'accord avec toi que oui, c'est un environnement trop extrême pour parler de pas microbiologie. trop extrême, on peut avoir la formation des microbialites, parce qu'on parle des microbialites, pour moi, c'est les stromatolites, c'est une sous-catégorie des Oui, microbialites. tout à Donc, fait. on a une influence de la biologie. Et donc, dans le cas, et après, on a les sandolites, c'est des organismes qui vivent dans la roche. Comme on a des roches siliceuses, notamment, je ne sais pas, en Antarctique ou autre, ou dans les déserts, où on a des organismes qui se mettent à l'intérieur parce qu'ils se protègent des UV, il y a Exactement. de Comme l'eau dans qui les se stalagmites, condense. etc. Ouais. C'est un phénomène, c'est une genèse qui est très différente. Donc, moi, plutôt le Rio Tinto, je le mettrais plutôt dans cette catégorie-là. Et en plus, ce n'est pas dans l'eau, c'est dans les zones humides à proximité. Et les microbialites, c'est autre chose. En fait, c'est des stromatolites pas nécessairement laminés ou peuvent être laminés ou pas. Donc, oui, c'est ça. Bon, c'était une question, c'est peut-être pas une discussion ouverte pour les publics, mais voilà. Merci en tout cas. Merci beaucoup, Purée. Eh ben, merci beaucoup. Ah, il y a Maud qui a une question.
Oui, merci. Je suis en manip à l'USRF, alors j'espère que vous m'entendez. Moi, il y a beaucoup de bruit. C'était très, très intéressant, Laurent. Merci pour cette présentation. Au début, j'avais pas mal de questions parce que tu associais tout à la vie. Enfin, c'était présenté comme ça. Et puis, du coup, la dernière partie montrait que c'était beaucoup plus compliqué. Donc, je vais garder mes questions parce que tu as clairement montré que, en fait, bah, c'était pas si simple de lier ces structures à la vie. Par contre, j'avais une petite question sur bah, finalement tout ce que tu as présenté, ce que tu as fait pendant ta thèse, où tu as prélevé des petites quantités pour faire des analyses chimiques. Ouais. Finalement, un point sur tes diagrammes, qu'est-ce que ça représente? Parce que tu as dit quelques milligrammes, donc on a l'impression que c'est quand même pas grand-chose. Et après, quand on voit la diversité dans Shark Bay sur plusieurs échantillons, en fait, on se pose un peu la question de bah, qu'est-ce qu'on dit quand on a juste quelques milligrammes d'un échantillon? Est-ce qu'on peut dire quelque chose ou ça reste très compliqué? Tout à fait. Quelques milligrammes, c'est 30 milligrammes en général pour les analyses ICP-MS. C'est des analyses qui sont quand même considérées comme bulk, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur une lamine, on est sur globalement l'échantillon parce que ça reste des toutes petites structures. Donc je fais ça avec une Dremel et ça reste un prélèvement qui est assez général dans l'échantillon. Et je ne sais pas si vous avez noté, mais j'ai parlé donc d'un nombre d'échantillons assez important dans la collection et je présente que 400 points en général sur mes graphiques puisque chaque échantillon a été prélevé plusieurs fois, parfois dans l'environnement de dépôt et parfois dans la structure stromatolitique en elle-même, même si en général ça reste des carbonates dans tous les cas. L'intérêt était de comparer justement les valeurs de l'environnement de dépôt et de la structure microbienne. Et pour tous les traceurs, donc les traceurs principaux que j'ai présentés, les traceurs isotopiques notamment, les éléments majeurs et traces, les résultats sont très similaires, donc c'est-à-dire à 0,1 pour 1000. Ok, et par exemple pour les données isotopiques, là, quand on voit la variation assez locale en fait en Shark Bay, parce que c'est des échantillons, euh, finalement, voilà, quand on a un échantillon à l'Arquin, est-ce qu'on peut franchement dire quelque chose C'est ouais, c'est justement moi ce que je questionne aussi. L'intégrité du signal est extrêmement modifiée. Les variations qu'on a dans les échantillons de Charvet, donc qui sont actuels, sont réellement significatives et sont réellement reflètent réellement l'environnement de dépôt qui est très différent finalement localement. Des échantillons archéens qui présenteraient des valeurs isotopiques très différentes les uns des autres peuvent simplement avoir subi plus ou moins de lessivage ou plus ou moins d'altération les uns des autres, et c'est pas forcément des environnements aussi précis. Donc en effet, retracer des environnements locaux dans les temps anciens paraît pour l'instant encore un peu compliqué, mais on n'a pas encore exploré tous les proxys et tous les traitements de données encore possibles. Merci beaucoup en tout cas. De rien. Et ben, merci beaucoup pour les questions. Alors, on a une question dans le chat, en attendant que d'autres personnes posent des questions. Une question de Serge Nader qui nous demande s'il existe des modèles expérimentaux. Tu en as montré un justement à la fin pour l'étude des mécanismes d'accrétion et de lamination des stromatolites, ou peut-être même des modèles in silico. Tu en as montré un, si j'ai bonne mémoire, Alors, de... la seule chose que j'ai présentée, moi, c'est les analyses qu'on a faites justement, et donc le modèle qu'on propose d'accrétion. Donc, je ne l'ai pas ultra détaillé encore parce qu'on ne l'a pas encore publié, mais donc voilà, ça serait donc un modèle de cyclicité environnementale. Donc, c'est quelque chose de purement théorique par rapport à nos observations dans les échantillons naturels. Il existe aussi en effet des personnes qui tentent actuellement de faire précipiter des stromatolites en laboratoire ou également des structures complètement abiotiques. C'est notamment le projet Protos de Marc Van Doelen qui, sous boîte à gants, va faire précipiter donc des structures silicatées, mais il y a aussi beaucoup de gens qui s'y intéressent sur la matière carbonatée. Donc oui, tout à fait, c'est un sujet très en vogue. Mm. Oui, Et surtout quand il s'agit de... je connais certainement pas encore toute la littérature et toutes les personnes qui travaillent sur le sujet. J'avoue que ma communauté est assez européenne. Outre-Atlantique, il doit y avoir aussi des personnes qui travaillent sur ces thématiques. Oui, ok, très bien. Est-ce que nous avons d'autres questions? Si quelqu'un veut poser sa question en direct, hein, vous pouvez.
Non, j'ai pas l'impression. Moi, j'avais une question sur ton échantillon de, excuse-moi si je me trompe de nom, de Malmani, là, où tu Ouais. as une moitié qui est altérée. J'ai pas compris par quoi. En fait, comment ça s'est passé Alors dans l'histoire de cet échantillon? on l'a trouvé sur le terrain à moitié enfoui, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui a subi pendant certainement une très longue période de l'altération du lessivage par les eaux de pluie, par les vents, etc. Ah, donc la moitié altérée, Ouais. c'était celle qui était extérieure. Oui, exactement. Et l'autre moitié D'accord. était enfouie, enfin, c'est-à-dire on l'a cassée, quoi. Et l'autre moitié était inclus dans le reste de la roche Et donc préservée. et donc préservée, exactement. Enfin, Ok, alors préservée certainement pas entièrement non plus pendant 3 milliards d'années, mais en tout cas beaucoup plus que la partie qui était réellement à l'air libre, sujette à l'oxydation, etc. d'accord, d'accord, d'accord. Et la partie altérée, c'est vraiment surface ou c'est assez Non, profond? c'est sur tout l'échantillon. Là, je C'est l'ai sur tout coupé. l'échantillon. Ouais, exactement. Je l'ai coupé en deux pour avoir une surface propre à polir pour passer au micro XRF, mais j'ai fait des lames minces et sur la totalité de l'échantillon, cette moitié-là est altérée. D'accord. Parce qu'en fait, les laminations sont quand même, disons qu'il y a la lamine silicifiée qui était donc en jaune sur les images, qui est très résistante, on va dire, et puis toute la lamine qui était certainement anciennement carbonatée, qui se lessive facilement, et du coup la structure par la silicification reste constante et entre, disons, je sais pas comment dire, ça fait comme une sorte de petit tunnel, quoi. Et l'eau, tout peut facilement passer entre les lamines. Peut-être pas très clair. Ok, je pense que c'est bon. Ok, bah, très bien. Et dis-moi, là, tu as fait plutôt des études donc, de géochimie sur cet échantillon-là. Est-ce qu'il y a des gens qui vont regarder plutôt le côté biologique? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir des infos sur les communautés Ouais, il y a pas microbiennes mal qu'il y a de gens qui font de... là-dedans et comment relier ça avec, je sais pas, avec les structures, l'âge et tout ça? Tout à fait. Il y a pas mal de gens qui font de l'extraction d'ADN sur les structures, même des structures encore très anciennes, jusqu'à 2 milliards d'années. Il est possible de trouver des biomorphes et des biomarqueurs fossilisés. Mais le problème en général dans les roches anciennes, c'est un petit peu ce qu'abordait Curie aussi, c'est que on peut pas être certain que les organismes qu'on retrouve dans ces roches soient réellement des organismes constructeurs. Ça peut Mm. être des squatteurs, des petites bêtes qui se sont développées même plusieurs milliards d'années après. Et sur les roches aujourd'hui, même quand on se déplace sur les plages actuellement, il y a des organismes qui se développent dans des roches qui sont beaucoup plus anciennes. Donc il est compliqué aussi de faire le distinguo entre les organismes qui sont réellement autochtones et ceux qui se sont développés après. Ok, je comprends. Très bien. La vie est partout. Merci Partout est pour sa complexe. complexité. Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Voilà, donc je pense C'est parfait. on peut clore ce webinaire. Donc encore, je te remercie, Laurent, pour cette superbe présentation sur ces belles archives du muséum. Je te souhaite de trouver la réponse à tes dernières questions que tu nous as Pas encore. présentées. Tu nous as fait un teaser là, moi j'ai envie de savoir. On se Et revoit dans 3 4 ans alors. voilà, d'accord, très bien. Bon, ben, on fera ça. Merci beaucoup. Merci.